Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial adhérent où l'on va vous présenter le dossier sur la financiarisation de la santé et l'exemple de Ramsay Santé, comment Ramsay est arrivé dans ce secteur et a bousculé un peu toutes les règles de financiarisation. Et ce sera Mike, mais je vais laisser Eve vous présenter les intervenants de ce soir. Alors, juste au niveau technique, on est très nombreux à connecter ce soir. Bravo, merci. On est beaucoup de militants, pas uniquement santé sociaux, puisque vous vous êtes inscrits. Il y a parmi vous des mandatés, des conseillers fédéraux, des responsables d'autres fédérations. Donc on est enchanté de vous accueillir et de vous présenter ce thème cher aux santé sociaux et qui va, on va le voir, faire l'actualité des jours qui viennent. Pour participer à ce webinaire, vous êtes normalement bien installés. On a mis un peu de temps pour démarrer parce qu'il fallait que Eve nous rejoigne. Elle avait une journée assez dense. Et puis, on a des derniers parmi vous qui se sont inscrits il y a quelques minutes. Donc, on a laissé le temps à chacun de se connecter. Pour participer, vous avez un fil de discussion. Alors, il peut s'appeler chat suivant vos ordinateurs. Sur téléphone ou suivant le terminal que vous utilisez ou ordinateur, c'est assez facile à trouver. Donc, n'hésitez pas. C'est Fabien qui est à côté de moi, mais hors caméra, qui va animer ce chat et qui me passera les messages pour afficher vos questions ou vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à participer, comme tout webinaire, à l'aide de cet outil. Voilà, je laisse la parole à Eve. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux sur un sujet qui nous concerne en tant que syndicalistes, mais qui nous concerne aussi en tant que citoyens, puisque vous allez le voir, nous allons beaucoup parler dans ce webinaire de où va l'argent public, le fruit de nos cotisations sociales, et à quoi il sert, et surtout se rendre compte de à quoi il devrait servir. Alors pour m'accompagner ce soir dans ce webinaire, il y a à distance Brice Marin, qui est délégué syndical chez Ramsay au CERS de Cap-Breton. Alors, il faut que Brice parle pour apparaître à l'écran. Il va se présenter. Oui. Voilà. Bonjour Brice. Bonsoir à tous. Voilà. Là, on a Loïc. Loïc Lenoc, qui est secrétaire national à la fédération et qui est sur les rémunérations, classifications, mais qui aussi gère les entreprises nationales. Et puis Mike Lewis, chercheur financier à SICTAR, et grâce à qui on a fait ce travail. Je laisse Alors, on va tout de suite passer la parole à Mike, qui va nous présenter son organisation SICTAR et le travail qui a été fait et présenté il y a quelques jours lors d'une conférence de presse et qui a eu, je pense que vous l'avez vu, pas mal de répercussions dans la presse. Donc on va donner la parole à Mike qui va, sur une dizaine de minutes, nous brosser un peu le travail, mais qui va surtout, on verra, nous donner envie de lire voilà son travail, et on vous indiquera à la fin de ce webinaire où trouver tous ces travaux. Mike, on va te mettre en ligne, t'écouter, et on te laisse te présenter, s'il te plaît. Merci beaucoup Norbert, et merci à Eve pour l'occasion de vous rejoindre, l'occasion de sortir de la caverne de la recherche à la lumière du soleil pendant quelques minutes. Mais plus important, c'est une occasion pour moi comme toujours, quand je suis ensemble avec nos camarades de la CFTT, d'apprendre de vos expériences, de vos exigences, de vos luttes. Je m'appelle Mike Lewis, je travaille avec SICTAR, le Centre pour la recherche sur la fiscalité internationale et la responsabilité des entreprises à l'échelle internationale. Nous sommes une équipe des enquêteurs, des comptables, des analystes financiers, basés un peu partout dans le monde, en Australie, au Royaume-Uni comme moi, au Brésil, ailleurs. Et nous avons été créés avec l'aide de fédérations syndicales internationales
avec l'objectif de travailler avec le mouvement ouvrier pour fournir des recherches qui sont conçues, bien sûr, pour soutenir l'organisation syndicale et les négociations, mais aussi pour relier les luttes au sein ou contre les entreprises multinationales dans différentes parties du monde. Par exemple, nous travaillons actuellement sur un dossier différent, par exemple avec des syndicalistes d'Afrique de l'Ouest qui sont en conflit avec leur employeur, une entreprise d'eau privatisée qui appartient à une multinationale des services publics dont le siège se trouve en France. Et donc, nous avons pu obtenir des chiffres grâce à l'aide du comité des entreprises européennes de cette entreprise. Nous avons pu obtenir des chiffres, des informations financières que les syndicalistes d'Afrique de l'Ouest ne pouvaient pas obtenir seuls. Et c'est cette manière de créer des liens entre les luttes différentes mais communes qui est notre travail, notre objectif. Je voudrais évoquer brièvement aujourd'hui le travail que nous avons fait jusqu'à présent avec nos camarades de la CFTT de santé sociaux sur les hôpitaux privés en France, et notamment bien sûr le géant Ramsay Santé. Mais ce qui est important pour moi de souligner, c'est que à chaque étape de cette recherche, la CFTT Santé Sociaux était impliquée, c'est-à-dire c'était la CFTT Santé Sociaux qui nous a fait part de cette cible. C'était des membres de la CFTT qui nous ont signalé, par exemple, quelques mécanismes et processus financiers au sein de l'entreprise sur laquelle nous devrions enquêter. Et bien sûr, c'est l'incroyable équipe de communication de la CFTT Santé Sociaux qui a lancé et amplifié ce travail en France. Voilà. Ramsay Santé, comme vous savez peut-être, c'est un géant dans le secteur des hôpitaux et des cliniques privées en Europe. Il exploite presque 500 établissements avec un effectif de à peu près 38 000 personnes en France, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Italie. Et l'actionnaire majoritaire, comme peut-être vous savez, c'est une entreprise australienne qui s'appelle Ramsay Health Care Group, avec aussi l'investissement, la participation de l'entreprise de l'assurance vie Predica, qui appartient du Crédit Agricole. Et je voudrais juste évoquer brièvement trois axes de notre recherche, de nos recherches, de notre analyse. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez trouver plusieurs éléments et notre rapport sur notre site d'internet et aussi le site de CFTT Santé Sociaux. Le premier axe, c'est que nous avons pu découvrir un portrait d'une entreprise dont les hôpitaux et les cliniques ils enregistrent des pertes persistantes ou, dans les meilleurs cas, qui sont faiblement rentables. Mais en même temps qu'il existe dans cette entreprise multinationale des zones extrêmement rentables, des filiales qui détiennent notamment les bâtiments et les terrains des hôpitaux et des cliniques Ramsay, et aussi celles qui reçoivent des commissions de vente, une centrale d'achat qui reçoit des commissions de vente des fournisseurs de biens et de services de chaque établissement, chaque clinique, chaque hôpital de Ramsay Santé. Et Brice peut-être peut évoquer cet mécanisme dans une manière plus profonde. Mais pour donner juste quelques petits exemples, par exemple,
Vous savez peut-être le fameux hôpital privé d'Antony, l'hôpital parisien phare de Ramsay Santé, qui a enregistré des pertes persistantes depuis 2020, qui n'a versé aucune dividende vers son parent depuis 2019, mais qui chaque année verse plus de 11 millions d'euros par an en loyer et des autres charges. Une filiale distincte de Ramsay qui s'appelle HPA3, qui a enregistré en 2023 un résultat net de plus de 60%. Donc c'est incroyablement rentable. Et cette rentabilité est utilisée par Ramsay Santé pour l'expansion internationale du groupe depuis 2018. Et de la même manière, l'achat central interne de Ramsay enregistre annuellement des profits, des marges bénéficiaires entre 60 et 85% sur des commissions des fournisseurs. Voilà, donc c'est des niveaux de rentabilité beaucoup plus grands, par exemple, que Apple, que Amazon, que des grandes entreprises fameusement rentables. Et bien sûr, ces profits sont tirés en grande partie des fonds publics, des frais, des revenus des cliniques et des loyers qui proviennent en France. 85% des revenus proviennent des fonds publics. Et bien sûr, déplacer les bénéfices en interne dans cette manière peut diminuer les primes d'intéressement et de participation de personnel qui travaille dans les cliniques et les hôpitaux. Deuxième axe, très brièvement, en poursuivant notre traque d'argent un peu plus loin, nous avons découvert quelques autres entités, des parties tiers qui aussi tirent des profits de ce système à part de Ramsay Santé elle-même. C'est-à-dire que nous avons découvert que les hôpitaux et les cliniques de Ramsay Santé versent à peu près 245 millions d'euros chaque année, c'est-à-dire entre 5 et 10% du chiffre d'affaires du groupe, qui sont versés vers des fonds d'investissement spécialisés dans l'achat de biens immobiliers de santé. Ces fonds d'investissement ne sont pas bien connus. Il existe en France, au Royaume-Uni, en Belgique, mais par le biais des accords de sale et leaseback, ces fonds immobiliers tirent des profits extraordinaires du secteur de Ramsay, des cliniques et des hôpitaux de Ramsay Santé, mais plus largement du secteur de santé et de soins en France. Ces fonds placent les obligations et bien sûr les risques, des charges d'exploitation, des frais d'entretien, des taxes foncières, tous les coûts comme ça, à la charge du locataire, c'est-à-dire à la charge des cliniques et des hôpitaux, et non à la charge du propriétaire. Et donc, ces contrats de bail extrêmement rentables permettent ces fonds de tirer des bénéfices d'exploitation entre 65 et plus que 100% des revenus. Et la plupart de ces revenus locatifs, financés, comme nous avons exposé, en grande partie financés par l'État, ils sont versés directement aux actionnaires. Donc, encore une fois, c'est un retour sur investissement qui rendrait très jalouse des entreprises réputées pour leur rentabilité comme Apple, comme Google, comme Amazon. Et le troisième axe, au niveau national,
nous avons analysé les comptes financiers de 4 des 5 grands fonds d'investissement qui sont impliqués dans le secteur immobilier de santé en France. Et nous avons produit le premier chiffre publié, je pense, sur la base d'une analyse des comptes, de la charge globale en France, représentée par des loyers aux propriétaires privés à travers le secteur de santé et de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques et aussi des EHPAD, qui pourrait être chaque année de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est suffisant pour couvrir, par exemple, les salaires de plus de 80 000 infirmières et infirmières. De toute évidence, ça s'agit bien sûr d'un flux énorme d'argent, principalement d'argent public, aux investisseurs privés qui n'ont même pas besoin d'entretenir la structure physique des hôpitaux, des cliniques ou des EHPAD qu'ils détiennent. Et donc, notre objectif, c'est bien sûr d'exposer les mécanismes financiers qui rendent des cliniques et les hôpitaux d'urgence et santé faiblement rentables et quand les flux d'argent coulent d'ailleurs, mais aussi de montrer comment ce système fonctionne partout dans le système de la santé et pas seulement le système, les exploitants des cliniques privées. Aussi, bien sûr, il y a des cliniques et des hôpitaux publics qui acceptent et qui ont établi des accords de sale and leaseback, de cession-bail, avec des investisseurs, des spéculateurs de propriété des immeubles privés. Et la question que notre rapport, nos recherches posent, c'est constitue-t-elle une bonne affaire pour les hôpitaux, pour les ouvrières, pour les finances publiques? Voilà. Comme j'ai dit, il y a bien sûr, notre rapport se trouve sur le site internet de CFTT Santé Sociaux, mais je pense que notre collègue peut-être peut évoquer dans une manière plus concrète l'effet, l'impact de ces jeux financiers sur le terrain. Merci beaucoup. Mike, beaucoup. On a déjà pas mal de questions de votre part. On va peut-être, si tu es d'accord, Mike, afficher quelques questions à l'écran. Peut-être que pour préciser ton propos. Et puis ensuite, effectivement, on donnera la parole aux autres intervenants, à Brice, Loïc et Eve, bien sûr. Alors, Fabien, on va faire l'opération. Je te remets à l'écran. Ok. Alors, la première question, on va les lire pour… voilà. Comment se fait-il que les groupes du privé reçoivent de l'argent de l'État et que l'État ne surveille pas où va leur argent? Enfin, notre argent. C'est de Noël, Corinne Noël. Et c'est puis peut-être une autre question avant de Catherine. Ces modes d'utilisation des financements publics ne semblent pas très morales. Sont-elles légales? Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas plus contrôlés? Et puis une dernière question peut-être avant de te redonner la parole. Peut-on par le biais d'une expertise groupe démontrer ces techniques de mafieux? De la Stéphanie Hardy, voilà. Mais je crois qu'on est bien dans le sujet. Donc, est-ce que tu peux répondre, Mike, à nos militants? Peut-être je peux répondre à la deuxième question avant les autres. Est-ce que ces mécanismes sont légaux? Oui, ils sont légaux. Je regrette. Et en fait, un des 4 grands spéculateurs dans l'immobilier de santé en France, c'est ICAD Santé, c'est-à-dire, alors en fait, c'est rebaptisé maintenant, c'est renommé Premier Healthcare. Mais jusqu'à 2023,
c'était un fonds dont l'actionnaire principal était le CDC, les dépôts et les consignations de l'État français, effectivement. Et donc, on a un système circulaire dans lequel l'investissement de l'État tire des bénéfices, des marges bénéficiaires extrêmement hauts, des hôpitaux et des cliniques qui reçoivent des fonds publics de leur tour. Et donc, c'est un système légal, mais en termes d'une bonne affaire pour les dépenses publiques, c'est pas clair du tout que c'est un système logique pour trouver le capital, qui est bien sûr nécessaire pour construire des hôpitaux, pour maintenir des autres biens, etc., etc. Mais cette cercle, ça manque toute logique. Mais c'est une manière d'éviter, bien sûr, un investissement des capitaux plus profonds de l'État lui-même. En termes de pourquoi est-ce que l'État pourquoi est-ce que l'État ne peut pas avoir ces niveaux de rentabilité et ces mécanismes d'extraction des profits? Une partie importante de notre rapport que je n'ai pas évoqué lors de mon discours, c'est que ce système se déroule dans une sorte d'opacité grâce à la droit des sociétés en France. C'est-à-dire les cliniques et les hôpitaux ne divulguent pas systématiquement le montant des loyers et des autres paiements, par exemple des commissions de vente qu'ils effectuent au niveau interne ou au profit des investisseurs externes. La raison pour laquelle, c'est que ces loyers sont généralement versés vers une forme des sociétés qui s'appellent les sociétés civiles immobilières, les SCI, qui n'ont aucune obligation en termes du droit des sociétés en France, n'ont aucune obligation de publier leurs comptes, même lorsque leurs bénéfices sont alimentés par des fonds publics. Et de plus, il est également impossible de savoir, sur la base des données publiques, par exemple, le pourcentage des coûts d'achat pris comme commission de vente par Rome et Santé, si les remises de fin d'année sont reversées aux cliniques et aux hôpitaux, grâce au rapport financier limité. Et c'est intéressant à noter que dans des différents pays, la situation est tout à fait différente. En Belgique, par exemple, l'année dernière, ils ont introduit des nouvelles règles qui exigent la publication des standardisés d'informations sur les frais liés aux soins et au logement, les frais de subsistance, les frais d'organisation de chaque établissement de santé ou de soins. Dans la même manière, en Norvège, par exemple, dans le secteur des crèches, qui sont entièrement financées par des fonds publics, la réglementation exige le reporting financier plus détaillé que des autres sociétés. Et aussi, il y a une obligation que toutes les crèches soient des entités juridiques distinctes qui sont obligées, en vertu du droit des sociétés en Norvège, qui sont obligées de déposer chacune des rapports financiers à la greffe. Et donc, dans une certaine manière, il y a des mesures que l'État français pourrait exiger pour exiger une transparence plus fondamentale de la manière dont les coûts financés par des fonds publics sont répartis. Voilà. Merci
En termes des pratiques mafieuses, peut-être je peux laisser les paroles aux collègues. Merci Mike. Alors, on accueille Michel qui nous rejoint. Voilà, donc on a beaucoup d'interventions. Merci de votre participation. Alors, on va donner un petit coup la parole à Ève pendant que Michel s'installe et nous rejoint. Et puis, on va démarrer, si tu veux, ton intervention par vos questions et vos remarques, parce que vous êtes complètement dans le sujet. Donc, je mets Ève à l'écran et je vous envoie les questions. Alors, on a une première question de Philippe Patry qui dit « Ce système ressemble à celui de Orpea, même s'il n'y avait pas que ça. Il y a eu une inspection IGF-IGAS. Est-ce que cela a eu des résultats en termes de méthodologie de surveillance du secteur ?» Une autre question de Rémi qui dit « Si je comprends bien, les cliniques privées se nourrissent essentiellement des fonds publics et les groupes auxquels elles appartiennent se portent bien. Et leurs actionnaires sont avec les propriétaires, sont les grands gagnants. Dans mon département, il y a 3 cliniques privées. Sur les 3, à ma connaissance, un ferme définitivement, un a son infrastructure immobilière vieillissante et très mal entretenue. Le 3e semble aller bien. Mais pourquoi l'État fait-il des ponts d'or à ces établissements privés ?» On a aussi Nadège qui dit « Dans ce temps de rigueur et d'austérité prôné par le gouvernement, n'y a-t-il pas des intérêts à fermer les yeux sur ces octrois de fonds publics à ces groupes ?» On va encore en passer quelques-uns. Le groupe Ramsay est-il soumis à l'obligation de rédiger un rapport RSE, responsabilité sociale des entreprises? On va l'aborder peut-être avec Michel. Et puis, on va encore passer une dernière et puis on continuera avec vos questions tout à l'heure. Ève qui demande « L'éco-socio-conditionnalité des aides publiques pourrait être une solution ?» Donc, on va laisser la parole à Ève avec pas mal de travail là et de sujets. Ève, à toi la parole. Oui, je pense que pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut repartir un petit peu en arrière. En fait, à l'origine, les cliniques privées appartenaient à des médecins. En général, dans les années 80, des médecins se sont regroupés et ont monté des structures médecine, chirurgie, obstétrique, voilà, avec un radiologue, voilà, et sous forme libérale. C'était donc au départ des entreprises un peu, entre guillemets, familiales. Et puis, fin des années 90, sous la pression, j'ai envie de dire, des normes grandissantes dans le secteur, on a exigé de ces établissements des locaux aux normes, des règles d'hygiène, des stérilisations aux normes. Enfin, on a énormément normé dans le secteur et bien sûr, heureusement, puisque c'est au bénéfice de la qualité des soins. Et donc, les médecins ont vendu leur activité parce qu'il fallait réinjecter des capitaux pour continuer à maintenir l'activité. Et c'est à ce moment-là que les groupes privés lucratifs se sont montés et ont investi, et que ce sont des investisseurs vraiment qui sont venus dans ce milieu-là. Et puis il y a eu la T2A. Et la T2A, donc la tarification à l'activité, donc avant la T2A, chaque établissement de santé avait une dotation pour fonctionner. Et c'était bien sûr en fonction de son activité, voilà. Et puis la T2A, elle est venue tarifer les choses à l'acte. Et en fait, les investisseurs ont dit, une manière de gagner de l'argent, c'est quand même de faire des actes qui sont les plus rémunérateurs. Et donc les cliniques privées, de façon très agile, se sont adaptées au système et ont privilégié des activités rémunératrices. Et c'est là, tout le monde a entendu parler du virage de l'ambulatoire. Oui, le secteur privé a pris ce virage de l'ambulatoire alors qu'il restait aux hôpitaux que les gens qui ne pouvaient pas se faire opérer à la journée. Donc je pense qu'il faut bien comprendre ça. Et chaque clinique privée est une entité juridique à part entière. C'est-à-dire que Ramsay, quand il rachète une clinique, il rachète la clinique,
mais elle reste une entité juridique à part entière. Et donc, Ramsay, une partie de Ramsay achète l'activité et une autre partie rachète les murs. Et donc, comme ça, une filiale de Ramsay peut demander un loyer à l'entité juridique clinique. C'est comme ça qu'on arrive à sortir des capitaux importants de la clinique. Et puis surtout, depuis historiquement, dans ce secteur, les employeurs, ils disent « Regardez, nous, on produit du soin moins cher que l'hôpital public. » Et c'est leur discours depuis la fin des années 90, en disant « Nous, on peut faire du soin quand vous faites opérer d'une appendicite. Ça coûte moins cher dans le secteur privé lucratif, ça coûte moins cher, soi-disant, à la sécurité sociale de se faire opérer dans la clinique privée lucrative qu'à l'hôpital. » Alors oui, c'est vrai, mais on compare des choux et des carottes. Parce que quand vous allez vous faire opérer à l'hôpital, dans son tarif, il y a le médecin, l'anesthésiste, la secrétaire médicale, l'infirmière du bloc opératoire et les femmes de ménage et tout. Voilà. Quand vous allez vous faire opérer dans une clinique privée, il ne vous aura pas échappé que d'abord vous payez à l'anesthésiste ce que vous lui devez, après vous payez au chirurgien ce que vous lui devez, et la clinique, qu'est-ce qu'elle fait? La clinique, elle dit au chirurgien, pour utiliser mon bloc opératoire, pour utiliser mon personnel, pour avoir un ménage fait tous les jours, vous allez aussi payer. Donc forcément que ça coûte moins cher, puisque d'autres payent. Mais ça ne veut pas dire que la sécurité sociale ne paye pas non plus, puisque c'est la sécurité sociale qui paye le chirurgien aussi. Et puis surtout, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que au fil des années, l'État, et notamment la sécurité sociale, s'est désengagé, mais il y a toujours quelqu'un qui paye, c'est la mutuelle. Et donc aujourd'hui, quand vous allez vous faire opérer dans une clinique privée, le médecin, l'anesthésiste, il y a des chances pour qu'ils vous disent combien peut vous rembourser votre mutuelle. Bon, moi je m'aligne sur ce tarif. Donc au bout du bout, c'est toujours nous qui payons, les citoyens, les usagers, c'est nous qui payons, soit au travers de nos cotisations sociales, à la sécurité sociale, soit à notre mutuelle. La question de la surveillance du secteur, si on prend Orpea, on a été très très déçus après le scandale Orpea, effectivement, parce que ça s'est limité à ce qu'il y ait des inspections dans les EHPAD. Et vous voyez bien que le mal est beaucoup plus profond. Et que, bien sûr, ce sont les directeurs des EHPAD qui se sont fait, j'ai envie de dire, allumer de leur façon de faire. Mais le mal est beaucoup... Et en plus, ça a été un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on a mis... le scandale Orpea a été massif, mais vous voyez bien que même dans le cas Ramsay, on n'est pas dans la même façon de faire. Orpea est vraiment... l'exemple le plus terrible qu'on a pu avoir. Mais par contre, on a mis tout le monde dans le même panier en ce qui concerne les contrôles dans les EHPAD. On a autant contrôlé les EHPAD publics que les EHPAD privés et on ne les a pas contrôlés sur la façon dont ils utilisent les fonds publics. Eh bien, nous, on a vraiment des propositions. Elles sont à la fin du rapport, ces propositions-là. Et ça rejoint la demande de Stéphanie aussi sur l'expertise groupe. Nous, on demande à ce que les comptes consolidés soient publiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque clinique publie ses comptes, doit publier ses comptes, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a certains qui s'affranchissent de ça et qui ont donc les moyens de payer cette amende, qui ne veulent pas augmenter leurs salariés. C'est d'ailleurs le cas du président de la chambre patronale, la FHP, pardon. Et donc eux, sous la pression de la CFDT, on lui a fait publier ses comptes, mais pendant des années, il n'a pas publié ses comptes. Vous voyez bien, il dit j'ai pas d'argent, il va pleurer au ministère tous les 4 matins pour dire je n'ai pas de sous pour augmenter mes salariés, mais quand même, il préfère payer l'amende de non-publication des comptes plutôt que de les publier. Donc oui, on a demandé ça. Expertise de groupe, aujourd'hui,
c'est guère possible puisque chaque clinique a son entité juridique. Mais par contre, publication des comptes consolidés, oui, ça fait partie de nos fortes demandes. Il faut savoir que ces opérateurs font un fort lobbying, un énorme lobbying auprès des députés, auprès des cabinets ministériels. Et puis surtout, moi je voudrais dire quelque chose aussi, c'est qu'ils ont, dans certains endroits, ils sont en situation de monopole. Dans certains endroits, vous n'avez que de l'offre de soins privés lucrative pour vous faire opérer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, ils vont à l'ARS et ils disent, voilà, moi, j'ai ma clinique là, mais je voudrais l'activité d'hospitalisation à domicile. Et si jamais l'ARS ne veut pas le leur donner, alors à ce moment-là, ils disent, vous ne voulez pas me donner l'HAD? Très bien. Eh bien, moi, j'arrête mon activité de chirurgie. Donc, vous voyez comment on est pris en otage. Il y a aussi comment les arrêter, mais ça va faire partie du jeu. Le recul du service public, et notamment sur la santé, amène à ce que ces gens-là soient en situation de monopole, ils sont incontournables, et après, ils monnaient le maintien d'une activité chirurgicale auprès de la population contre d'autres activités. Ils se sont super bien, et c'est là où, encore une fois, où on peut, les pratiques mafieuses, ben oui, en tout cas, du chantage à l'activité, du chantage à l'offre de soins, c'est ce qu'on voit arriver très fort dans le secteur. Merci Ève. Alors, je ne sais pas si, Mike, tu veux compléter l'intervention de Ève sur quelques éléments de réponse. Est-ce que ça t'a inspiré, ces discussions? Je peux compléter avec quelques mots, mais je voudrais aussi, bien sûr, laisser un peu de temps pour que Michel et Brice et Loïc pourraient intervenir. Donc peut-être on peut faire ça et ensuite s'il y a des questions qui restent. Mais juste pour compléter en termes les différents mécanismes de financement, à but lucratif, à but non lucratif, etc., etc. Ce qui est important de souligner, c'est que nous ne disons pas que le secteur n'a vraiment pas besoin d'infrastructures immobilières. C'est très très nécessaire, neuve, renouvelée. Le problème, c'est que si l'État ne les fournit pas, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens, y compris la France, les hôpitaux et les cliniques n'ont que deux autres options. Emprunter pour construire des nouveaux bâtiments ou même pour constituer une portefeuille immobilière comme Orpea, et puis de payer les intérêts sur les revenus de leur établissement, ou ils peuvent vendre leurs bâtiments à des investisseurs tiers et payer des loyers importants pendant de nombreuses années. Et le problème, c'est que ces investissements immobiliers dans le secteur de santé sont considérés par des gouvernements et des investisseurs comme des investissements socialement responsables. Ça, c'est important à souligner. Par exemple, en Belgique, la Belgique encourage les investissements privés dans l'immobilier de santé en réduisant le taux d'imposition sur les dividendes pour les fonds d'investissement qui ont au moins 80% de leur investissement dans l'immobilier de santé ou de soins. Donc c'est une politique délibérée des gouvernements par exemple de réduire l'imposition sur ces investissements qui tirent des profits du secteur public. Merci pour ces précisions. Alors peut-être Loïc ou Michel ou Brice, des choses à aborder. On va reprendre aussi vos interventions. Peut-être qu'on peut faire ça. Alors je vais on va remettre à l'écran d'autres questions que Fabien m'a sélectionnées. On va commencer par Alima, qui dit si tous ces montages sont légaux, quelles sont les conséquences qu'on peut attendre après cette mise en lumière? Donc les retombées qu'on espère suite à la parution. Ensuite, on a Dominique qui nous dit est-ce que ces fonctionnements concernent aussi les établissements privés à but non lucratif?
on parle d'un plan, on parle plutôt de la financiarisation dans son ensemble, puisque le cas de Ramsay, évidemment, est dans le secteur lucratif. On a Nathalie Cagneux qui dit « La faille, c'est que ces grandes entreprises internationales ne sont que le regroupement de PME de santé et qu'elles bénéficient du statut de PME en détournant les flux financiers à leur bénéfice. Comment dénoncer ce système ?» Et puis, on va afficher, Quentin qui dit « Comment va évoluer cette enquête ? Est-ce que vous avez des informations sur comment Ramsay perçoit cela depuis la sortie du rapport ?» Donc voilà, je vous propose… Michel. Alors, Michel, peut-être est-ce que tu as des choses à apporter en éléments sur cette question-là, sur ces questions? Oui, par rapport à ce retour de cette enquête, alors une chose que l'on a su, c'est que dès le lendemain, le siège a convoqué tous les directeurs pour leur expliquer un peu la situation. Ce qu'il en est ressorti, c'est que voilà, visiblement, bon nombre de directeurs d'établissements ne connaissaient pas trop tous les différents montages qui pouvaient exister et que certains ont demandé des explications. D'autant plus que, comme on peut le percevoir nous sur le terrain, tous ces montages financiers, toutes ces redevances qui remontent sur le siège pour mettre vraiment les établissements au ras les pâquerettes, et donc forcément des conséquences sur les organisations de travail, nos conditions de travail. Les directeurs d'établissement sont également salariés, donc je sais qu'il y en a qui ont vu leur prime d'objectif qui a été amputée. On leur demande là, ils sont en plein exercice budgétaire pour 2025-2026, puisqu'on n'est pas en année civile pour exercice fiscal. On est sur du juillet-juin, donc ils sont en plein travail là-dessus, et on leur a visiblement demandé de réduire drastiquement leur budget, notamment en termes d'investissement et tout ça. Donc on leur demande des choses qui ne sont pas très atteignables. Donc il y a pas mal de directeurs d'établissement qui n'étaient pas très satisfaits. Après, directement, on n'a pas eu grand retour. Je sors du siège. J'ai vu le directeur Ramsay France qui est passé avec le DRH, il est passé, ils sont revenus sur leur pas, il a dit on était dans nos pensions, on n'avait pas vu que c'était vous, ils sont venus me serrer la main en disant bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Et puis ils sont repartis. Et, pour l'instant, il n'y a pas trop de retombées directement comme ça. On n'a pas encore. Ils n'ont pas fait d'allusion pour l'instant. Ouais, après les conséquences extérieures, alors ça c'est les conséquences chez Ramsay, on reste très vigilant à ce que nos élus ne soient pas embêtés avec ça. Et puis, bon, alors la conférence de presse, ça a été un franc succès, hein, vraiment, bien repris. On est en train de monter une revue de presse aussi, bien repris par les médias nationaux et la presse spécialisée aussi. On a aussi envoyé le rapport à des parlementaires qui s'en sont saisis pour des amendements au PLFSS de cette année, parce que ça tombe bien, le rapport sort alors qu'on est en pleine construction du projet de loi de finances de sécurité sociale. Un groupe parlementaire s'en est saisi, a écrit à Madame Vautrin sur ces questions-là pour lui poser certaines questions. Bien sûr, on a envoyé le rapport au ministre concerné et on a un rendez-vous avec M. Neuder la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après, le 20 février. Non, la semaine d'après, il ne doute qu'on parlera de ce sujet. Donc, pour l'instant, les conséquences, elles ne sont pas palpable vraiment, mais enfin, on espère quand même avoir ouvert une porte sur des possibles discussions. Maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ont pu dire qu'ils ne savaient pas pour Orpea, même si on ne les a pas crus. Mais là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Et donc, c'est à nous aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, qu'on avait envoyé cette invitation aux unions régionales interprofessionnelles et aussi aux mandatés de la protection sociale, parce que je pense qu'il faut qu'on se saisisse de ça à tous les niveaux de l'organisation et poser des questions précises
sur l'attitude de ces opérateurs qui, comme je vous l'ai dit, prennent le pas, ça y est, se sont installés dans la place et ils font tout pour être incontournables. Et comment on lutte contre ça? C'est des pas de fourmis et je pense qu'il faut qu'on a tous une responsabilité. En ce qui concerne la faille qui vient, c'est bien, on a dit, hein, et tout ça est opaque, hein, et légal mais opaque. Aujourd'hui, en toute bonne foi, une ARS dit donne des sous à une clinique en difficulté sans savoir que derrière il y a une machine de guerre. Voilà. Et Nathalie, que je salue d'ailleurs, elle dit très bien, oui, c'est des PME, des grosses PME, hein, voilà. Et donc les ARS ne regardent que cette PME sur leur territoire. Elles regardent que la clinique, hein, qui dit regardez, je ne fais pas assez d'activité, regardez, j'ai besoin de sous. Et ça, c'est important aussi dans la période, alors qu'on est dans un contexte budgétaire difficile et qu'on sait que les cliniques se mettent en déficit artificiel, du moins partiel, mais en tout cas, ce déficit artificiel, il existe, ce qui prive les salariés de négociations annuelles obligatoires. Et ce qui fait dire au pouvoir public, il faut qu'on les soutienne. Voilà. Nous, on exige la divulgation publique pour tous les établissements de santé, quelle que soit leur taille, qu'ils soient publics ou privés, c'est pour ça que je raccroche avec la question sur l'associatif, des informations sur les propriétaires directs du patrimoine immobilier, sur les loyers, les baux, les hypothèques dont bénéficient des parties liées ou des tiers, ainsi que la publication à l'avance de toute offre de cession. Parce que, oui, vous avez raison, on a mis le doigt sur ce problème-là chez Ramsay. On sait aussi que certaines associations dans le secteur non lucratif, ils vendent les murs et donc se mettent à payer des loyers pour du bâti qu'ils ont déjà payé. C'est complètement schizophrénique. Vous voyez bien, c'est comme vous, si vous vendez votre maison et que vous restez locataire. Donc vous l'avez payé 2 fois. C'est complètement schizophrénique. Donc c'est pour ça qu'on demande des mesures très générales qui concernent l'hospitalisation privée, mais qui concernent aussi le privé non lucratif et le public, parce que le public se met aussi en quête de trésorerie à faire ça, c'est-à-dire que l'État vend l'immobilier et du coup, celui qui fait l'activité se met à payer des loyers. Et puis, j'ai oublié une conséquence qui est celle qui a été le plus visible et celle qui est peut-être la plus terrible pour eux parce qu'elle touche au portefeuille, c'est que depuis la conférence de presse, l'action dévisse. L'action Ramsay qui est cotée en bourse dévisse. Alors, je réaffiche quelques questions qu'on a extraits de vos nombreux commentaires. Quel conseil pour l'expertise de son établissement en vue de l'application de l'avenant 33, Salim? Parce qu'on parle de conséquences, c'en est aussi une. Vous allez peut-être en reparler, Michel, Ève, et puis on a toujours en ligne Loïc et Brice qui peuvent intervenir. On a d'autres interventions aussi, notamment ce montage financier est-il une spécificité Ramsay? Les autres groupes de cliniques privées sont-ils tous dans le même système? Et puis, un petit clin d'œil, Stéphanie nous dit, suite à ce rapport, j'imagine les rendez-vous de M. Lamine Garbi, donc on la rappelle, qui est président de la FHP, avec Mme Vautrin, actuelle ministre. Oui, effectivement, ça doit y avoir de l'ambiance. Voilà, est-ce qu'on peut rebondir un peu, continuer un peu notre réflexion sur les conséquences de cette financiarisation, en tout cas de ces montages, des fois légaux, mais qui détournent de l'argent public sur d'autres dispositifs. Ève? Oui, mais je l'ai un peu dit, hein, c'est-à-dire que quand on a des loyers, quand on pratique des loyers pour sortir de l'argent de la clinique, quand on vend des services
avec des commissions, et qu'on prend des commissions au passage, tout ça coûte de l'argent à celui qui réalise l'activité. Vraiment, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est comme ça qu'ils se font les bénéfices. Voilà. Donc, quand on est financé à 85% par de l'argent public, effectivement qu'on peut se douter que ces bénéfices sont créés par l'activité, donc par les salariés, et donc au final sont le fruit de nos cotisations. Alors, pour l'application de l'avenant 33, c'est justement l'action en justice qu'on est en train d'organiser et qu'on va mener au bout. Justement, elle sert à ça, quoi. Elle sert, et c'est la suite c'est de rendre concret aussi le travail de 2 ans qu'on a fait sur ce rapport, c'est-à-dire il va falloir maintenant, s'ils ne veulent pas appliquer l'avenant 33, qu'ils aillent à la barre du tribunal, devant un juge, expliquer qu'ils n'ont pas d'argent pour financer cet avenant 33. Mais que par contre, les filiales de l'entreprise, elles génèrent beaucoup d'argent. Donc, il va falloir aller expliquer tout ça, et c'est bien aussi la continuité, cette mise en lumière qu'on veut faire. Il faut qu'on aille jusqu'au bout là-dessus, il faut mettre en lumière ça, dire ok, ils vont jusque devant. Alors, vous savez, ils ont été reçus en commission d'enquête à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas techniquement. Il a bien dit, le PDG de Ramsay, je ne paye pas d'argent à mes actionnaires. Je ne verse pas de dividendes à mes actionnaires. Oui, techniquement, il ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Oui, aux actionnaires de Ramsay. Mais aux actionnaires de sa filiale, il en verse. Donc vous voyez, on n'est pas loin du mensonge. Hein. Voilà. Et puis il y a une commission d'enquête sur le système de santé qui vient de tomber hier, je crois. Qui avait été proposé avant la dissolution, pendant l'éphémère gouvernement Barnier, et que là, qui vient d'être réactivé. Donc on espère bien être entendu et aller porter tout ça. Et pour l'application de l'avenant 33, vous savez comment ça va se passer. De toute façon, là, on est en discussion sur le projet de loi de finances de sécurité sociale. Vraisemblablement, d'après les informations que l'on a, une enveloppe va être mise dans ce PLFSS pour l'application de l'avenant 33, pour solde de tout compte. Après, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il étende l'accord, puisque l'accord n'est pas encore attendu. Et après, ça va se jouer devant la justice ou en conciliation. Mais ça se jouera... Il y en a peut-être qui, après la publication et l'extension de l'extension de l'accord, vont faire demi-tour. Mais voilà, on verra. On vit au jour le jour avec l'application de l'avenant 33. Mais quoi qu'il en soit, vous, élus d'entreprise, dans ce genre d'établissement, application de l'avenant 33 ou pas, il faut faire voter des expertises, des comptes. Je pense que Michel peut en parler mieux que moi. Mais il faut vraiment faire ce travail-là tous les ans. Il ne faut pas les lâcher. Il faut regarder où va l'argent, qu'est-ce qu'ils en font. Il faut les questionner. Et on est accompagné pour ça. En plus, on a un super partenaire pour faire ce travail. Il ne faut pas s'en priver. Merci. Alors, peut-être qu'on peut demander à Brice. Brice, il est représentant CFDT au comité de groupe. Et peut-être tu peux nous dire, un peu comme l'a fait Michel, quelle est ta perception de ce qu'on aborde, hein, et puis peut-être aussi de l'ambiance à Ramsay. Brice, si tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole pour apparaître à l'écran. Oui. Vous m'entendez? Voilà, oui, vas-y, tu peux commencer, on va te passer à l'écran, pas de souci. C'est surtout faire un point sur alors c'est pas ce que j'en pense moi, c'est surtout les conséquences directes de ce système de financiarisation sur le terrain, sur les établissements, et les conséquences que ça apporte aux salariés et à la qualité des soins aussi, puisque si on n'a pas une qualité de salarié, on ne peut pas avoir de qualité des soins. Des loyers prohibitifs énormes, des frais de siège, l'impact des frais de la centrale d'achat, donc chez Ramsay, centrale d'achat PAS, qui est bien expliqué dans le rapport SICTAR sur les dégâts que ça peut engendrer sur les frais des établissements.
et qui plonge les établissements dans un résultat négatif, dans une trésorerie négative. Et qui dit trésorerie négative, résultat négatif, ben, pas de participation, pas d'intéressement, pas de NAO ou des NAO quasiment ridicules sur tous les établissements du groupe Ramsay. Et un impact aussi sur les établissements eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, comme disait Michel tout à l'heure, les budgets sont divisés par 2, voire par 3 pour des établissements. Il y a quasiment plus du tout de budget d'investissement pour les établissements. Donc un impact aussi direct sur les établissements. Un impact bien sûr sur la qualité des soins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les salariés, on peine à en trouver. On peine à en trouver parce que, comme vous le savez, on a plus de 70 COEF infra-SMIC, donc on ne paye pas nos salariés, donc ils ne viennent pas travailler chez nous. Donc voilà l'impact direct sur la qualité des soins. Aujourd'hui, on est énormément contacté par les établissements qui nous disent on a des CDD qui travaillent chez nous, puis qui travaillent à côté, puis qui travaillent de l'autre côté, puis qui font 50, 60 heures par semaine, et on leur dit rien. Mais on leur dit rien pourquoi? Parce que le groupe Ramsay est conscient, est tout simplement conscient de cette façon de travailler, et l'accepte. Donc voilà les impacts en gros qu'il y a sur le terrain. Une note de cadrage qui est sortie sur le groupe Ramsay il y a quelques mois, où ils cherchent à récupérer 15 millions d'euros sur le groupe parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient 48 millions d'euros cette année. Donc voilà toutes les conséquences que cette financiarisation engendre sur le terrain, engendre sur les salariés et engendre aussi sur la santé et sur les patients. Aujourd'hui, je pense qu'on parle quasiment plus de patients, mais on parle de clients dans les établissements parce que la santé est devenue très très lucrative. Voilà. En bref, ce que démontre ce rapport. Alors oui, on ne dénonce pas de l'illégalité, ça c'est très important de le redire encore une fois de plus. On a énormément de questions sur mais qu'est-ce qui va se passer après ce rapport? Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui tout le monde sait. Tout le monde sait comment ça se passe, tout le monde sait où l'argent va, où l'argent est allé, et aujourd'hui plus personne peut se cacher les yeux. Merci Brice pour ton intervention. Alors on va peut-être remettre quelques questions que vous nous écrivez sur le fil de discussion. Et peut-être, on va regarder ça. Je vais vous mettre. Alors, les questions, il y a des questions notamment, et peut-être qu'on donnera la parole à Loïc. Le Sénat, en septembre 2024, a sorti un rapport d'information de la Commission des affaires sociales sur ce sujet. On a l'impression que ça ne prend pas en termes d'intérêt de la population et de prise de conscience. Sylvia qui nous dit, concernant le plaidoyer auprès des élus, quelle garantie d'objectivité? Combien sont en conflit ou en confusion d'intérêts sur ce sujet? Je crois qu'il y en a d'autres qui s'exprimaient aussi. Rémi, sur cette situation découle du lâcher-prise de l'État sur ce secteur et le secteur privé se jette sur ce type d'opportunité. Mais ce qui est valable pour le secteur de la santé l'est également dans d'autres secteurs de notre société. Et puis on peut encore prendre peut-être... Benjamin qui nous dit, il se passe exactement la même chose dans le groupe Colisée dans lequel j'exerce. Alors peut-être Loïc, si tu veux bien... prendre une partie des réponses et puis Ève. Oui. Voilà. Alors Ève pour commencer, puis Loïc ensuite. On n'a pas, c'est la question, c'est la réflexion sur Colisée qui m'y fait penser. Ce montage financier, il n'est pas propre à Ramsay, il est propre aux opérateurs de tous les secteurs. Et il n'est pas propre qu'à l'hospitalisation. Mike a un peu parlé de la petite enfance et c'est ce qu'on voit aussi. On a fait des ponts d'or au privé lucratif pour monter des crèches parce que eux, ils vous montent en 6 mois ce qu'une collectivité locale fait en 5 ans avec les financements qui vont avec. Et on se retrouve dans ce même problème de spéculation immobilière, à savoir que la CAF a financé l'achat de biens immobiliers pour que les activités lucratives petite enfance
s'installent. Donc ils ont eu des locaux à pas cher et subventionnés. 2 ans après, ils ferment l'activité de la crèche et ils louent le local à... Voilà. Et voilà comment il faut des profits. Donc il faut bien comprendre, je pense que vous l'avez compris, ces gens-là ne sont pas là pour soigner des gens, faire garder des enfants, s'occuper de nos aînés. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire des profits. Peu importe l'activité. Celle-ci rapporte, et donc on y va, mais peu importe l'activité. Je vais laisser Loïc reprendre sur le Sénat. Loïc, sur les travaux, effectivement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que la CFDT envisage, attend de nos responsables politiques? Et puis cette question de la mise en lumière aussi par ces dossiers, ces conférences de presse qu'on tient et ce webinaire, où on veut qu'effectivement la majorité des citoyens se saisissent de ces questions-là. Loïc? Oui. Ce dossier de la financiarisation, c'est quelque chose qui est majeur parce que clairement, l'argent qui file dans les sociétés commerciales immobilières, qui sont, comme l'a dit Mike tout à l'heure, quasiment pas taxés, donc ça veut dire qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts sur la clinique parce que la clinique ne fait pas de bénéfices. Ils ne payent pas d'intéressement aux salariés, etc., etc. Mais tout ça parce qu'en fait, les groupes de finances, les grandes banques et leurs fonds d'investissement se sont rendus compte qu'ils ont la poule aux œufs d'or. La sécurité sociale et les organismes de mutuelles sont pour eux un filon extraordinaire puisqu'il n'y a pas beaucoup de risques de cessation de paiement de la part de la sécurité sociale. Bon. Alors, il y a 1 an à peu près, on apprend que le Sénat veut faire une commission d'investigation sur les comptes de la Sécu sur la financiarisation de la santé. Donc avec Anne et Fabien, on contacte les sénateurs en leur disant on veut être auditionné. On dit oui, oui. Et puis très rapidement, on n'a plus de nouvelles. Et puis un jour, on voit un des sénateurs qui soutient la fausse grève du 3 juin de la FHP. Et là, on dit c'est cramé, on ne sera pas auditionné. Bon. Ce qui nous a été confirmé quelques jours après. Et quand le rapport est publié, bon, autant vous dire que c'est très, très, très light. Et c'est là qu'on se rend compte, comme l'a dit Ève tout à l'heure, que nous sommes face à une force, une puissance qui a beaucoup de pouvoir. Le lobbying que fait le secteur est immense vis-à-vis des pouvoirs publics. Et quelquefois, les informations qu'ils transmettent via leur cabinet de lobbying sont d'une malhonnêteté intellectuelle assez élevée. Preuve en est, ils affichent il y a quelque temps que 60% de leurs cliniques sont en déficit, mais avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, vous comprenez pourquoi elles sont en déficit. Je l'aurais dit une fois en commission paritaire, continuez à rien faire, demain vous êtes mort, parce que la financiarisation, à un moment, la population ne va plus la supporter, parce que là, clairement, il y a des abus. C'est pas normal que tous les fonds de vos cotisations complémentaires et sécurité sociale finissent dans ce qu'on disait l'autre jour, les coffres-forts des retraités trumpistes sur les plages de Floride. Mais il y a un ensemble de mécanismes qui sont mis en place à la demande des structures financières. Ce que disait Mike tout à l'heure, les sociétés commerciales immobilières n'ont aucune obligation de publier leurs comptes. Pourquoi ces sociétés-là n'auraient pas, comme les autres, votre charcutier, il a l'obligation de présenter ses résultats. Société commerciale immobilière, là-bas, y échapperait. Bon, il y a plein de choses comme ça. Les relations fiscales, vous prenez l'exemple de Ramsay et toutes ses filiales, on appelle ça des sociétés mère-fille. Eh bien oui, là c'est pareil, on ne paye plus d'impôts. Donc vous vous retrouvez dans un système qui génère l'appétit des places financières. Et moi je me souviens, il y a quelques années, il y avait un candidat à la présidentielle qui avait dit l'ennemi, mon ennemi, c'est la finance. Ben, nous, on l'a cherché pendant des années. Grâce à Sictar, on réussit à le mettre en évidence qu'effectivement, la finance est en train de faire crever tout le système parce que sa voracité, son appétit sans borne a pour conséquence effectivement ce que racontaient Brice et Michel tout à l'heure. Ben, la machine à cash, elle pompe la trésorerie des cliniques, des établissements, mais comme on l'a déjà dit, c'est un peu le même mécanisme. Moi, j'ai souvenir de discussions des sociétés immobilières de la Croix-Rouge, c'était pas ragoûtant non plus.
Et ça pompe toute la trésorerie, et puis derrière, on retourne au ministère. Ah ben, monsieur le ministre, il va falloir nous donner des sous parce qu'on n'a plus de quoi payer nos salaires. Et l'avenant 33, ben, les démarches que mis en place les employeurs pour s'exonérer de leur obligation de payer les nouvelles classifications rémunération, c'est parce qu'ils ont toujours été habitués, parce qu'on leur a pas jusqu'à présent trop tapé sur la figure, mais maintenant, avec tout ce qu'on vient de faire, les temps ont changé. Ça leur permettait d'aller au ministère, de raconter n'importe quoi, et le ministère n'ayant pas beaucoup de visibilité, parce que justement, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle sur cette dimension financière, sur la structuration des montages immobiliers, la société PASS, dont Brice a évoqué les turpitudes tout à l'heure. Et donc, ça amène une situation où même le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie dit « je suis payeur aveugle ». Il faut que cet aveuglement qui est lié à des mécanismes qui sont légaux, mais pas du tout éthiques, se termine. Donc c'est pour ça, comme l'a dit Ève, on a transmis nos dossiers à des parlementaires. Maintenant, c'est à la classe politique de s'approprier le sujet et d'être exigeant vis-à-vis de ces groupes qui ne sont plus des groupes de santé, qui sont des groupes de finance et des groupes d'immobilier. Merci Loïc. Alors notre webinaire tend un peu vers la fin. Vous êtes toujours très fidèles à nous suivre. Je crois que le message est passé. Alors on voulait surtout vous donner envie aussi d'aller lire les rapports. On vous en a fait un bon teasing pendant une heure et demie quasiment. Donc le rapport de SICTAR et le dossier que la fédération a écrit sur la financiarisation. Vous allez voir qu'ils vont continuer cette réflexion, vous aider encore à rentrer un peu plus dans le sujet. Et puis vous suivez nos pages internet, notamment sur le site Tout Public, puisque par exemple la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a donné lieu à pas mal d'articles, donc le sujet est revenu un peu sur le devant de la scène, va être mise en ligne dans quelques jours. Donc vous pourrez suivre les explications que Mike a données aujourd'hui, mais avec un peu plus de détails, et vous verrez les questions que les journalistes ont posées pendant cette conférence-là. Il y avait aussi l'intervention de Marie-Lise. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose, on va surveiller bien sûr vos interventions avec Fabien, et je propose que chacun reprenne un peu la parole, peut-être Mike, Brice, Loïc, Ève et Michel, pour nous donner un mot de conclusion ou du moins quelques perspectives et puis dire un petit peu ce qu'on attend des jours à venir. Michel, peut-être qu'est-ce que... J'espère, j'ai grand espoir, j'espère qu'enfin avoir mis lumière sur cette problématique et je veux dire... rendre, que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe au sein de la santé. C'est quand même dramatique au sein de la santé, de mettre en avant le financier et ne plus être dans le soin, et que ça puisse changer, d'autant plus que là, on est avec cet avenant 33 que l'on entend depuis si longtemps. J'espère que quand même, il va y avoir une réaction tant politique que de nos employeurs, puisqu'il va falloir qu'ils montrent notre visage aussi à partir de demain. Et en conseil, ce que je peux dire, c'est que même si on arrive à obtenir, et j'ai espoir, de gré ou de force, cet avenant 33, tout ne sera pas gagné, parce qu'il va falloir travailler dans les entreprises. Et je conseille, s'il y a des personnes, tant de chez Ramsay ou de tout établissement privé lucratif, c'est bien sûr de prendre conseil. On a une expertise, on a Sendex qui nous accompagne très bien, parce qu'il va y avoir du travail quand même à faire derrière, tant sur le côté financier, mais aussi pour ressortir tous les accords d'entreprise et tout ça, pour pouvoir faire la transposition de cet avenant 33 dans les établissements. Et ça, Sendex saura nous accompagner, j'en suis certaine. Merci Michel. Est-ce que Mike, tu souhaites donner un petit mot de conclusion ou de perspective Oui, certainement, très brièvement. Bien sûr, la lutte continue au sein de Ramsay Santé grâce à nos camarades
de la CTT Santé Sociaux, mais aussi c'est important de souligner, comme tous les intervenants ont souligné, que ces jeux financiers, ces mécanismes de l'extraction des profits se trouvent partout dans le secteur et dans notre secteur de l'éducation à la petite enfance, comme Eve a évoqué, en passant par le logement social par exemple. Et c'est là le pouvoir du mouvement syndical, c'est la capacité de montrer des liens plus systématiquement entre les impacts de la financiarisation dans plusieurs secteurs de l'État et de la vie. Et donc, j'attends les prochaines étapes de la CTT, juste dans le secteur de santé sociale, mais aussi partout dans vos réseaux. Merci beaucoup pour l'occasion de vous rejoindre. Merci beaucoup, Mike. Alors, je vois plus Brice à l'écran, mais on va redonner un petit coup la parole à Loïc, et puis Eve clôturera ce webinaire avec, on va voir, surveiller peut-être 2-3 de vos interventions. Loïc? Ouais. En conclusion, le travail qui a été fait, c'est un travail de lanceur d'alerte. Il y a des mécaniques qui sont en place, qui étaient opaques, que les travaux contribuent à rendre un peu plus visibles. Maintenant, c'est à tout un chacun de s'emparer de la question et de se poser la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est éthique que mes cotisations finissent dans les poches d'investisseurs financiers qui ont repéré la poule aux œufs d'or. Ils sont là uniquement parce que la sécurité sociale a des fonds, je ne vais pas dire sans fin, mais bon, vous connaissez le volume financier que gère la sécurité sociale. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que tout le temps, on vient vous culpabiliser en disant, oh là là, le trou de la sécu, vous ne vous rendez pas compte, vous allez devoir payer plus, encore. Bah oui, mais si les 2,5 milliards étaient réinjectés dans les comptes de la Sécu plutôt que de finir sur le portefeuille des propriétaires qui bénéficient des dividendes des sociétés commerciales immobilières de Ramsay et de Tutti Quanti, la sécurité sociale aurait plus de moyens pour apporter des revalorisations de salaire pour pouvoir recruter des collègues dans les établissements, qu'ils soient publics ou privés, parce que vous avez sans doute entendu parler qu'il y a une loi sur les ratios soignants-soignés qui a été votée, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir aller les trouver, les professionnels de santé. Et vous faites le constat partout sur le territoire qu'on est de moins en moins nombreux à vouloir exercer ces professions parce que, comme l'a dit Brice tout à l'heure, les rémunérations, c'est les plus basses de toutes les branches professionnelles. Les conditions de travail, c'est destroy niveau 42. Donc, l'argent, il existe. Ce n'est pas de l'argent magique, mais je pense qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits pour réinjecter les flux financiers qui ont été captés par ces profiteurs et les réinjecter dans la santé au bénéfice de la population et des professionnels qui, H24, 365 jours par an, sont dans le soin et le prendre en charge, les patients, les usagers, etc. Donc, soyez vigilants. Et puis, si vous avez des éléments de ce registre-là, n'hésitez pas à nous les faire remonter de façon à ce qu'on les relaie le plus massivement possible. Maintenant, on a des relais médiatiques qui commencent à s'intéresser sérieusement à ce qui se passe dans notre secteur et on ne va rien lâcher. Merci Loïc. Eve, peut-être pour conclure, parce qu'on approche 18h30. Ouais. Très rapidement, je pense que Mike l'a dit, mais nous, on va poursuivre le travail avec SICTAR. Forcément, on va chercher une nouvelle cible, j'ai envie de dire. Mais oui, il faut poursuivre et mettre en avant et démonter ces mécanismes-là. On a plein d'autres activités à aller regarder. Moi, je voulais vous dire que on est des citoyens, il faut aussi interpeller les élus, les députés, les maires,
les conseillers départementaux, parce qu'on n'a pas parlé de la protection de l'enfance, mais c'est tout notre champ fédéral qui est en train d'être découpé, vendu à la découpe. Donc il faut vraiment si on veut reprendre les rênes du système de santé français, il faut vraiment qu'on interpelle, qu'on pose des questions et qu'on fasse des choix aussi en tant que citoyen sur la façon dont entre guillemets, on consomme la santé. C'est la responsabilité de tous, c'est la nôtre en premier. Et je voulais juste vous dire que si ce qu'on vient de vous dire vous a intéressé, si vous voulez qu'on le dise dans vos instances, dans votre syndicat, auprès de vos mandatés, on fera ça aussi. On se déplacera, alors pas à 5, mais en tout cas, on est aussi, on peut venir dispenser la bonne parole, parce que pour nous, c'est essentiel pour préserver l'accès aux soins et la qualité des soins, et pour préserver le travail de nos professionnels, parce que nos professionnels souffrent de cette financiarisation aussi, autant que les patients qu'ils accueillent. Et donc, comme l'a dit Loïc, on ne lâchera pas. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça a énormément nourri, vous avez vu la discussion qu'on avait organisée, mais finalement qu'on a pu faire avec vous. Donc n'oubliez pas d'aller sur les sites sictar.org et santé-sociaux.cvt.fr pour retrouver les rapports et beaucoup plus de choses. Il y a certains d'entre vous qui s'intéressent à l'avenant 33. Si vous tapez dans le site tout public lucratif, vous verrez qu'il y a énormément de documents, de choses pour comprendre et puis pour saisir les enjeux. Et vous allez revoir maintenant au regard des informations de ce soir sur la financiarisation de la santé, les choses prennent une couleur particulière, comme vient de le dire Ève et Loïc. Merci, ce webinaire sera en replay, donc il pourra continuer d'être regardé en interne à la CFDT. Vous étiez beaucoup de mandatés, de personnes extérieures aux santé sociaux, donc on espère qu'on n'a pas trop jargonné et qu'on vous a intéressé. En tout cas, dans vos commentaires, ça a l'air d'être le cas. Merci beaucoup et à une prochaine.